Bonjour tout le monde, je m'appelle Marine Delage-Deluger, je suis, manager chez Nexus Santé. Je vais vous parler donc des projets qu'on a chez, Nexus Santé par rapport, au TESAF. Donc Nexus Santé supervise plusieurs initiatives provinciales liées au TESAF, le site web provincial du TESAF où vous pouvez trouver des informations récentes et à jour sur ce qui se passe, en apprendre davantage sur les ressources et les outils et découvrir les services disponibles, dans votre communauté locale. Nous accordons également des subventions chaque année à plus de 40 groupes de soutien pour les personnes ayant un TESAF et leurs familles. Et nous avons conçu une formation en ligne pour les fournisseurs de services de divers secteurs, y compris les soins de santé et les soins infirmiers, l'éducation, la santé mentale et la dépendance aux substances, la justice et les services correctionnels, ainsi que le travail communautaire et social. Donc je vous invite à visiter notre site internet fasdinfo.tsaf.ca pour avoir accès à toutes ces informations. Comme cette fois-ci, nous avons un webinaire, en français, ce qui est assez rare, je voulais aussi mentionner un autre projet que nous avons, au sein de Nexus Santé qui s'appelle Petite enfance en santé. C'est un projet sur lequel on développe des balados, des webinaires. On a aussi une application, mobile ainsi qu'un groupe, Facebook. Ce projet est particulièrement à destination des parents, francophones d'enfants, ayant entre 1 à 2 ans et donc c'est pour, promouvoir une meilleure, santé mentale pour les enfants dans cette, tranche d'âge. Alors avant de passer à la présentation, nous tenons à remercier les peuples autochtones et de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. En ce jour où nous sommes réunis sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance des terres que nous appelons chacun notre maison. Pour cela, nous réaffirmons donc notre engagement et notre devoir de promouvoir de meilleures relations entre les nations et une meilleure connaissance des peuples autochtones locaux et de leur culture. Alors d'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui vivent sur cette terre. Je vous invite à vous joindre à moi pour réfléchir aux torts et aux erreurs du passé et à la façon dont nous pouvons, chacun à notre façon, essayer d'aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Merci. Alors aujourd'hui, nous accueillons Maude Champagne. Maude Champagne est neuroscientifique, psychothérapeute et travailleuse sociale. Elle se spécialise en TESAF, adoption, troubles de santé mentale et développementale. Nous sommes ravis d'écouter sa présentation. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la séance de questions-réponses à la fin et on vous fournira des informations et des liens dans le chat au cours de la présentation. Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui et de vous intéresser à ce sujet. Je dirais que c'est une de mes nouvelles passions d'aider les parents qui ont des enfants, des jeunes qui démontrent des comportements d'agression. Je pensais que c'était important aussi de parler un petit peu de l'histoire derrière ces nouvelles initiatives-là qu'on a dans ce domaine-là, premièrement. Et comme c'est une présentation qui est très brève, là, on parle entre 15 et 20 minutes, je vais plutôt présenter les ressources qui sont disponibles en français et aussi juste les grandes lignes sur comment on peut soutenir les personnes qui sont aux prises avec cette problématique. Je vais aussi vous donner à la fin là, mes informations pour me contacter si jamais vous avez d'autres questions. Je suis toujours disponible pour vous diriger peut-être vers les bonnes ressources, si elles sont disponibles, bien sûr. Donc, il y a quelques années, je travaillais en pratique privée et je faisais mes recherches sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Et pendant la COVID, une de nos recherches a démontré qu'il y avait un taux d'agression de la part des enfants envers leurs parents beaucoup plus élevé pendant la COVID. Et c'était en particulier dû au manque de structure, au manque de prédictibilité dans la routine chez les jeunes, tout ça par rapport aux restrictions qu'on avait dans la COVID, puis l'impact que ça a sur des personnes qui sont souvent plus vulnérables de par la nature de leur diagnostic. Donc, on a voulu, suite à ça, savoir comment on va pouvoir soutenir ces familles-là qui sont prises avec cette problématique, comprendre qu'est-ce qu'ils vivent et voir un peu d'où ça part, comment les aider et quelles sont les ressources qui sont disponibles en ce moment, les recherches, et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont découlées de cette recherche-là. Puis, en particulier, c'était du moins nommer comment on va appeler cette problématique-là. Donc, les parents
ce qu'ils nous disaient, c'est que l'impact était très grave dans leur famille. Par exemple, on parle de blessures émotionnelles, physiques, de traumatismes. Les frères et sœurs, parfois, qui sont aussi traumatisés. Parfois, il y a un des deux parents, quand il y a deux parents qui devaient arrêter de travailler, soucis financiers. Et souvent, quand ils parlaient, par exemple, leurs travailleurs sociaux, leurs thérapeutes, de ce qu'ils vivaient, les professionnels vont appeler ça des difficultés d'autorégulation émotionnelle. Puis, c'est vrai que c'est ça, mais souvent, ce qu'on peut s'imaginer, c'est, OK, il y a un enfant qui saute sur le divan, par exemple, et non à quel point c'était dangereux comme comportement dans certaines situations. Euh, En même temps, on ne voulait pas stigmatiser les enfants qui ont un TSAF ou les jeunes puis dire que c'est des personnes agressives, pas du tout. Ça n'arrive pas dans tous les cas, mais pour certains, les difficultés d'autorégulation, oui, peuvent mener à des comportements qui sont dangereux pour eux-mêmes, dangereux pour les autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à travers le monde comment ils appelaient ça. Donc, en premier, ils appelaient ça CPVA. En anglais, c'est Child to Parent Violence and Aggression. Et c'est surtout le mot qu'ils utilisaient ou l'acronyme qu'ils utilisaient au Royaume-Uni et en Europe. Ici, au Canada, on a fait une grosse consultation nationale qui s'appelle maintenant le consortium, pour laquelle je vais vous partager de l'information après. Et on a décidé de, en consultant les parents, les jeunes qui vivent ça, les thérapeutes, les chercheurs, même les personnes qui prennent des décisions au niveau de tout ce qui est politique, gouvernementale, il y avait plus de 100 personnes incluses et on est arrivé à appeler cela APFEA, qui est l'agression envers les parents et les membres de la famille dans l'enfance et l'adolescence. Encore là, on voulait utiliser le mot agression, on n'utilise pas le mot violence, parce qu'on ne veut pas sous-entendre que les jeunes vont faire ça de façon intentionnée. Souvent, c'est dû à des traumatismes, traumas complexes, troubles du spectre de l'alcoolisation fétale, autisme, d'autres troubles de santé mentale qui amènent l'enfant à utiliser ces comportements-là. Puis, on va inclure là-dedans pas les comportements où est-ce que l'enfant va, par exemple, juste dire des mots vulgaires envers les autres. Là, on parle vraiment d'un comportement qui arrive souvent, de façon répétée et qui entraîne des conséquences graves chez la fratrie et chez les parents. Parfois, c'est un comportement qui va se répercuter aussi en dehors de la maison, comme à l'école ou dans la communauté. En anglais, on appelle ça AFCA, Aggression Towards Family Members During Childhood and Adolescence. Puis, cette consultation-là est disponible en fait sur Internet. Donc, j'ai le lien ici. Quand vous allez recevoir le PowerPoint, je sais que Nexus Santé va vous l'envoyer. J'ai le lien ici du site Web. Ce qui est important de savoir, c'est que le nouveau site Web va être disponible autour du 1er avril. Donc, il faut que vous soyez patient. Sur ce site Web-là, vous allez avoir tous les événements qui sont en lien avec cette problématique-là, une multitude de ressources. Il y a Christine Gervais à l'Université d'Ottawa qui a fait plusieurs tip sheets sur comment soutenir la fratrie, comment soutenir les parents, comment, puis c'est en français et en anglais. Il y a la page LinkedIn aussi du consortium où est-ce que vous pouvez avoir beaucoup d'informations, puis accès aussi à d'autres professionnels qui sont informés sur l'APFEA. Quand on a fait le consortium aussi, on s'est rendu compte que la majorité des parents avaient un enfant avec le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Quoique ça n'arrive pas juste dans ce contexte-là, c'est certainement un diagnostic qui revient souvent par rapport à cette problématique-là. On a aussi Adopt for Life qui va bientôt changer de nom en avril. On va avoir un nouveau site web. En fait, je dis avril, mais c'est plutôt mai. Donc, en ce moment, on a quelques ressources sur notre page YouTube et sur notre site web, mais il va en avoir beaucoup plus autour de mai. On a des vidéos, des webinaires. Très peu sont en français, par contre, mais vous avez quand même des ressources en anglais pour pouvoir vous diriger un peu sur comment soutenir ces personnes-là, du moins en français. À Adopt for Life, on a créé
un programme de soutien à la famille qui est basé sur le soutien par les pairs, des personnes qui ont déjà vécu cette problématique-là. On a des groupes de soutien où on utilise la théorie polyvagale, qui est en fait d'aider les familles à s'autoréguler, à guérir en fait de leurs traumas qu'ils peuvent avoir vécu en prenant soin de leur enfant. Et même souvent, c'est des situations qui continuent d'arriver. Moi, je travaille aussi, je suis lead clinique à Adopt for Life et avec Tania Eichler, on est par contre seulement 1,5 cliniciens pour la province, donc on a une longue liste d'attente. Mais on espère que ça va continuer à grandir. Puis c'est probablement nous qui avons le plus de ressources là, au Canada sur le sujet. Ensuite, une autre approche qu'on utilise qui est NVR, Non-Violent Resistance, en français, la résistance non violente. Il y a un groupe qui donne ces formations-là au Canada. J'ai mis le lien aussi, Empowered Parenthood. On les connaît bien. Ils sont informés sur le trauma, mais pas tant sur le TSAF. Par contre, leurs formations sont très bonnes pour pouvoir appliquer la résistance non violente. La résistance non violente, c'est vraiment une façon où est-ce qu'on ne va pas essayer de changer le comportement de l'enfant, comme la majorité des services vont essayer de faire. Ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer la qualité de vie de tous les membres de la famille, même si le comportement de l'enfant ne change pas. Donc, c'est vraiment très bref comme présentation sur le NVR. Mais si vous voulez en apprendre plus, allez sur le site web, contactez Dan, c'est quelqu'un de très, très bien. Il y a Mary Jo Land, que peut-être certains d'entre vous connaissez. C'est une thérapeute assez populaire ici en Ontario pour les personnes qui sont touchées par l'adoption ou par les familles d'accueil. J'ai mis aussi mon logo. Par contre, mon site web n'est pas prêt. Autour du 1er avril, je vais avoir mon site web. Je donne aussi des formations plus longues sur l'AFCA, AFCA dans le contexte du TSAF. J'offre aussi de la thérapie. Il y a très peu de thérapeutes, en fait, au privé qui sont formés dans la résistance non violente. Il y a aussi Tania Eichler. Par contre, elle ne parle pas français. Puis, bien sûr, à travers la province, je sais que vous avez les FASD workers, les travailleurs spécialisés en TSAF. Et plusieurs d'entre eux commencent à prendre nos formations pour commencer à être équipés pour savoir comment on peut aider les familles qui vivent l'AFCA. Donc, ça, c'était un peu les ressources qu'il y a à travers la province. Puis, je ne voulais pas toutes les mettre. Ça ne sert à rien. Je pense que si vous attendez un mois, malheureusement, c'est comme ça, tous les sites web vont être modifiés. Vous allez pouvoir aller sur ces sites-là et voir une panoplie de ressources qui vont sortir. En fait, l'AFCA, ça fait seulement depuis les 2 dernières années que ça existe. En fait, ça arrivait avant, mais on n'avait pas nécessairement de nom, donc pas de ressources et pas de reconnaissance aussi au niveau de qu'est-ce que ces familles-là vivent. Quand on a fait notre grosse consultation sur à travers le Canada, qu'est-ce que vous vivez en tant que famille par rapport à l'AFCA, à l'APFEA? On a aussi demandé qu'est-ce qui était aidant, qu'est-ce qui l'était moins. Puis, c'est des approches aussi qui ont été fortement validées à travers notre expérience de faire le programme à Adopt for Life. Un des aspects clés de soutenir les personnes qui vivent cette problématique, c'est de considérer la qualité de vie de tous les membres de la famille. Donc, quelque chose qu'on va malheureusement souvent voir, puis si vous êtes un professionnel, un parent, je suis sûre que c'est des choses que vous avez vues. Par exemple, la Société de protection à l'enfance vont arriver dans la famille, ils vont avoir eu un signalement, ils vont faire une investigation et malheureusement, il y a très peu de soutien qui va être offert à la famille. Ou parfois, on va même les menacer de dire, bon, on va prendre les autres enfants si vous n'êtes pas capable de les tenir en sécurité. Mais en même temps, la famille a vraiment de la difficulté à obtenir des services pour l'enfant qui est le plus problématique et probablement dangereux, mais pour lequel ils ont aussi un engagement. Donc, ça, c'est une problématique souvent qu'on va voir. Et ce qu'on essaie de dire, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est que tous les membres de la famille devraient être en sécurité et devraient avoir un soutien. Si on va regarder à ce que les parents aient un thérapeute, possiblement les frères et sœurs aussi s'il y en a.
et avoir vraiment une approche communautaire où est-ce qu'on va recruter des personnes de soutien. Donc, par exemple, autour de la famille, on va demander aux oncles, aux tantes, cousins, cousines, les voisins même, le personnel scolaire, et faire une rencontre et dire comment on peut soutenir cette famille-là. Puis, des fois, c'est aussi simple que s'il y a un incident, le voisin va venir dans la maison pour dire ah, j'emprunte du sucre, juste pour briser le momentum s'il y a une crise qui est sur le point d'arriver. Avoir quelqu'un que les frères et sœurs peuvent texter pour dire voici ce qui vient d'arriver, être capable de valider leur expérience, d'en parler avec quelqu'un d'autre. Parfois, c'est un professionnel, parfois, c'est tout simplement l'oncle, la tante, quelqu'un qui est près de la famille. Euh, Avoir quelqu'un d'autre qui s'occupe de certains des rendez-vous. Et plus l'enfant vieillit, plus on cherche à obtenir ce qu'on appelle en trouble du spectre de l'alcoolisation fétale, c'est l'interdépendance. Où est-ce que on, il n'y a aucun d'entre nous qui vit complètement en isolement. On a tous besoin des autres. Et ce qu'on voit, même dans une situation où est-ce qu'il y a AFCA, c'est qu'on veut briser l'isolement. Beaucoup de ces familles-là vont... euh, il y a des relations qui ont été brisées à travers les années avec les relations familiales, les tantes, les oncles, parfois les amis. Et une chose qu'on a appris, c'est que l'agressivité, les comportements d'agression, ça grandit dans le secret. Donc, pour réduire le stigma, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va en parler. Parler de les difficultés de l'enfant. Des fois, il y a un souci de préserver la confidentialité, ce qui est correct. Fait qu'on ne va pas créer ça sur les toits, mais aller chercher des personnes spécifiques pour dire voici ce qu'on vit et développer un message aussi. On aide les familles à développer un message qui est positif. Comme par exemple, mon enfant a des troubles de santé mentale, c'est très, très difficile pour lui de gérer ses émotions. Parfois, il a besoin d'avoir d'autres personnes à qui parler que nous ou de l'amener à ses rendez-vous, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas une approche où est-ce qu'on va comme blâmer le jeune, mais non plus, on ne va pas garder les choses un secret. Donc, ça, c'est l'approche pour réduire le stigma et aussi communautaire. On inclut beaucoup les personnes autour et non juste les donneurs de soins principaux, souvent les parents. Dans notre programme, en tout cas, on tient compte des traumas, des troubles neurodéveloppementaux, la résistance non violente. Il y a différents programmes, pas tous tiennent compte de ça, mais c'est quand même une approche qui s'adapte très, très bien au trauma et au TSAF et d'autres troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme. D'ailleurs, il y a même des recherches qui sont faites pour le TSAF, qui est de moi. Il y en a un autre sur l'autisme, sur le TDAH et même les troubles alimentaires. Comme je disais, on va inclure toute la famille dans cette approche-là. Et un aspect qui est clé, et si vous retenez une chose aujourd'hui de ce que je vous ai parlé, c'est l'importance de valider l'expérience du parent. Ces parents-là sont extrêmement traumatisés dans la majorité des cas. Ils vont avoir été blâmés par le système, blâmés par l'école, blâmés par leurs proches. Moi, tous les parents que je rencontre, c'est des parents extraordinairement équipés qui ont fait, ils pourraient donner des formations, en fait. C'est des très bons parents, pleins d'amour, mais ils sont pris dans une situation qui est très extrême. C'est comme si on demanderait à quelqu'un de monter l'Everest sans équipement. Dans le fond, ça revient à ça. Donc, ils ont besoin qu'on valide leur traumatisme, qu'on valide à quel point c'est difficile, qu'on valide aussi que ce sont de bons parents qui font de leur mieux, euh, tout en reconnaissant que leur enfant, oui, ça peut être une bonne personne malgré tout ça. Donc, c'est de balancer un peu les deux messages. Tu sais, on ne veut pas, des fois, par souci d'avoir une approche basée sur les forces, on vient comme un peu minimiser ce que le parent peut vivre, mais ça peut être les deux dans notre message. Autre chose que j'entends souvent, c'est que le parent a besoin qu'on lui dise qu'on le croit. Les enfants qui ont puis les jeunes qui ont le TSAF vont souvent faire de la confabulation, de la fabulation. En fait, c'est qu'ils vont rapporter quelque chose qui s'est passé, mais ce n'est pas nécessairement factuel, dû à leur trouble de mémoire. Des fois aussi, c'est des troubles de langage qui mènent à ça. Donc, ou même des troubles de comportement où est-ce qu'ils vont parler à d'autres professionnels ou par le personnel scolaire de leurs parents d'une façon extrêmement négative et ça paraît mal, comme on pourrait dire en bon québécois. Donc, ils ont besoin, quand ils nous parlent, de rendre compte quelque chose qui s'est passé, qu'on leur dise « je te crois ».
et valider leur expérience encore. Ça les soulage beaucoup et ça les amène à vouloir continuer à intégrer des personnes dans leur vie pour obtenir du soutien et briser cet isolement-là. Donc, ça, c'est vraiment les grandes lignes. Euh, Comme j'ai 20 minutes, c'est sûr que je ne vais pas arriver avec des stratégies très poussées, mais je vous invite à regarder nos webinaires pour aller un peu plus peut-être dans ces stratégies-là, de quoi ça a l'air quand on soutient les familles qui sont prises avec la PFEA. Et vraiment, je suis toujours contente quand les gens me contactent, qui me demandent plus d'informations. Il y a aussi de plus en plus de recherches qui sont faites sur le sujet. Si vous êtes intéressé plutôt par la recherche, je ne l'ai pas mis ici aujourd'hui, mais je vous invite à me contacter, même si vous écrivez Maud Champagne, AFCA ou Tornado and the Family. C'est aussi souvent ce que j'utilise pour parler de la PFEA. Donc, vous pouvez aussi trouver des informations sur ce sujet. Donc, je vais inviter à ce point-ci les participants à poser leurs questions s'il y en a. D'ailleurs, je voulais parler, Maud, je pense que tu savais, on avait développé il y a quelques années, en 2020, un plan de sécurité en cas de crise pour les personnes avec le TESAF. Donc, je vais mettre le lien dans le chat si les gens sont intéressés. Ce document, en fait, permet vraiment de marquer un plan, en fait, voilà, vraiment, s'il y a une crise dans la famille, quelle personne est-ce qu'on peut aller contacter, quels sont peut-être les préoccupations qui concernent la crise, etc. Donc, c'est un document qui est assez intéressant, qu'on invite aussi les personnes à le télécharger et qui peut servir de modèle. C'est pas fait pour être absolument utilisé tel quel. Ça peut être un bon starting point pour les personnes qui font face à ces agressions. Maud, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la honte et de son lien avec cette forme d'agression? Et je fais référence à la fois à la honte ressentie par la personne ayant le TESAF et à la honte ressentie par les membres de la famille. Ah, c'est quelque chose que je pourrais parler pendant longtemps. C'est probablement le sentiment qui est identifié le plus par les personnes qui vivent. La PFEA, c'est quelque chose qu'on entend aussi avec le TSAF, c'est sûr, pour différentes raisons. Euh, je pense que je focuserai juste sur quelques aspects là, parce que c'est un peu long. Mais une chose qu'on sait, en tout cas, c'est que le parent, à cause de la honte, va souvent s'empêcher d'aller chercher du soutien, soit de sa famille, soit des voisins. Et ça prend tout un long processus parfois pour le parent d'arriver à dire, OK, je vais chercher du soutien. Souvent, ce que les motive, c'est vraiment de savoir qu'à long terme, leur enfant va avoir besoin de ce soutien-là. Puis derrière ça, il y a aussi un désir de protection, de ne pas vouloir parler en mal de son enfant, ce qui est légitime, mais des fois, ça nous bloque aussi par rapport à aller chercher du soutien. Euh, et chaque parent, dans le fond, on veut être compétent, on veut que les autres nous voient comme étant compétents, spécialement pour quelque chose qui est tellement sensible, qui est la parentalité. Puis même si on a des parents parfois qui ont déjà élevé des enfants avec succès, peu importe de quoi ça a l'air, des enfants biologiques, par exemple, ben, et puis là, ils ont cette situation-là, ils vont quand même vivre beaucoup de honte par rapport au regard des autres. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugement. Comme moi, j'ai assisté à des meetings avec des rencontres avec des parents, puis il y a d'autres professionnels, puis ils blâment le parent là, très, très ouvertement. Des fois, c'est moins ouvert, mais des fois, c'est comme quand même très direct comme jugement. Puis ça affecte beaucoup leur estime d'eux-mêmes en tant que personne, d'ailleurs. Aussi, ce qu'ils se font dire par l'enfant, ils se font souvent crier des noms, je ne vais pas les répéter, mais qui sont extrêmement perturbants en tant qu'être humain. Euh, pour l'enfant aussi, qui a le TSAF, pour le jeune, qui a ces comportements-là, euh, c'est jamais dû à parce que l'enfant s'en fout. Souvent, ils vont voir ce qu'on appelle euh, la, la- on appelle ça le shame shield en anglais, le bouclier de la honte. Je pourrais même le partager, là, je l'ai sur mon écran après. Dans le fond, le bouclier de la honte chez le jeune, c'est qu'ils vont minimiser la situation.
ils vont soit mentir ou soit qu'ils vont répondre par de l'agressivité. Fait que des fois, le parent a l'impression qu'il n'y a pas d'empathie, il ne comprend pas. Mais souvent, c'est parce qu'ils ont l'armure de la honte et c'est trop intense d'être capable d'avouer ce qui se passe ou ce qu'ils ont fait. Mais la plupart des adultes qui ont utilisé ces comportements-là en tant que jeunes, justement, vivent de la honte par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils avaient besoin de soutien, en fait. C'est un besoin qui n'était pas répondu. Mais, tu sais, puis quand je dis ça, un besoin pas répondu, je ne blâme pas les parents, là. C'est vraiment le système qui a besoin de donner plus de soutien de santé mentale, généralement, pour les personnes qui ont un TSAF. Mmh. Merci Maud. On a un commentaire d'une personne qui dit que dans le cadre du soutien parental, il est également important de discuter du fait que l'enfant atteint ou ayant le TSAF ne veut pas lui faire de mal, ne veut pas lui rendre la vie difficile, ne veut pas le frapper, ne veut pas lui donner des noms horribles et lui dire des mots horribles. Le TSAF est une lésion cérébrale, ce qui signifie qu'un comportement agressif est impulsif. Bien sûr, bien sûr. En fait, selon les recherches, oui, il y a certains comportements liés au TSAF qui sont impulsifs, mais pas tous les comportements liés au TSAF sont liés à l'impulsion. Puis je parle en particulier des comportements agressifs. Donc, par exemple, des comportements d'impulsivité, c'est quand on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. OK? C'est vraiment, je ne sais pas si Marine s'avance vers moi vraiment vite, puis là, j'ai peur, je vais, par impulsion, peut-être te repousser. Sauf qu'il y a des comportements qui sont, par exemple, plus liés à l'anxiété, ou est-ce que, par exemple, quand j'ai inclus les comportements dangereux, OK? Fait qu'il y a des jeunes qui vont, par exemple, faire beaucoup de menaces envers les parents, même sur les médias sociaux, et qui continuent là-dedans. Je parle de jeunes avec des TSAF. Euh, Ça, c'est pas un comportement qui est impulsif. C'est un comportement qui peut, jusqu'à un certain point, être réfléchi, mais oui, qui est dû au manque de jugement, par exemple. Et il y a d'autres problèmes de santé mentale et émotionnelle qui, oui, sont probablement dus à leur trauma complexe et au TSAF, mais ce n'est pas nécessairement impulsif. J'ai écrit un scoping review qui s'appelle Tornado in the Family. Il y a aussi Jacqueline Pike qui a écrit un autre article sur justement les raisons derrière les comportements dangereux d'agressivité chez l'enfant, mais des causes neurobiologiques qui expliquent plus en détail peut-être les différents facteurs. Merci pour la précision, Maud. Euh, on a deux autres commentaires. Donc, il y a un manque de ressources dans notre communauté en général pour le TESAF et surtout pour le sujet présenté aujourd'hui. Que serait ta recommandation pour commencer à bâtir des ressources, du soutien pour les parents et les individus ayant un TESAF? OK. Ben, je connais pas les autres provinces. En Ontario, c'est sûr de toujours se référer, je pense, au hub, dans le fond, de Health Nexus et aux travailleurs spécialisés en TSAF. C'est les meilleures personnes pour nous diriger, je pense, vers les services qui sont informés. Au niveau des services publics, dans les autres provinces, je pense qu'encore là, contacter le Nexus Santé, c'est la meilleure ressource pour savoir, OK, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Et même CanFASD, qui est plus la ressource au niveau national. Et les sites web que j'ai mis tantôt, NVR, le consortium Adopt for Life et ma plateforme qui va être disponible dans un mois vont être les ressources centrales, je dirais, pour tout ce qui est APFEA. Comme je disais, ce n'est pas nécessairement spécifique au TSAF. Dans mon cas, c'est surtout ça que j'ai étudié. C'est surtout les familles qu'on voit, honnêtement, à Adopt for Life. Fait que c'est quand même très approprié là, pour le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Ok. La dernière question qu'on a, c'est est-ce que tu as des suggestions du langage à utiliser pour expliquer aux parents, aux adultes, que ce qui se passe chez l'enfant n'est pas personnel à eux et qu'ils ne devraient pas s'en offenser? Ah, j'aime ça, cette question-là. Euh, je dirais en premier, là, je m'excuse de te prendre toujours comme exemple, Marine, là, mais exemple, si tu me disais, Maude, je me suis fait voler ma voiture hier par quelqu'un, une personne sans abri, bon, puis qui m'a défoncé ma porte, tout ça. Puis là, je dirais, mais il ne faut pas t'offenser. Tu comprends? C'est juste, non, c'est comme, en premier,
tu as le droit d'être offensé. Tu as le droit d'avoir des sentiments par rapport à ça. Puis je pense que, tu sais, quand je parle de la validation, c'est un peu ça justement, c'est que les professionnels, on essaye tellement que les parents font le mieux à propos de ça. Mais dans le fond, ils ont besoin qu'on dise aussi, hey, c'est correct. C'est normal d'être traumatisé si ton enfant te court après avec un couteau. Tu sais, je m'excuse, je suis comme vraiment direct, mais c'est ça qui arrive pour certaines personnes. C'est comme si on essaye d'apaiser parce que l'enfant a un trouble neurodéveloppemental, sauf que ça ne fait pas moins mal aux parents. Fait que c'est de balancer ça, de dire, OK, oui, tu as vécu ça, c'est tellement difficile, oui, c'est grave. Euh, Puis nous, juste quand on fait ça, souvent les parents vont faire, j'en reviens pas, tu es la seule personne qui avoue comme ça n'a pas de bon sens. Puis après, ils sont capables, eux, de dire, je sais que mon enfant ne veut pas faire ça. Tu sais, je reconnais, souvent ils le reconnaissent, mais ils ont quand même besoin qu'on le reconnaisse. Si, Marine, tu me disais ça, puis moi, je te disais, non, ben, tu sais, c'est pas si pire, mais tu sais, comprends, c'est une personne qui a besoin d'aide, tout ça, tu vas probablement vouloir continuer à me convaincre que c'était difficile pour toi, cette expérience-là. Fait que quand on valide ça, souvent, les parents d'eux-mêmes vont dire, OK, oui, je comprends. Dans certaines circonstances, je te dirais que oui, c'est sûr qu'il y a de l'éducation à faire sur qu'est-ce que c'est le TSAF. C'est quoi les comportements qui mènent à l'agressivité, comprendre les facteurs. Puis oui, on regarde ça avec les parents. Puis souvent, honnêtement, c'est plus que le TSAF, là. On parle de traumatisme, on parle de troubles de santé mentale. Euh, En tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui mènent à ces comportements-là. Euh, Puis oui, on regarde ça aussi avec le parent, mais je pense que c'est un processus qui est surtout émotionnel, puis de commencer par valider l'expérience du parent. Des fois, puis même pour l'enfant. Tu sais, des fois, on essaie, comme il y a des choses, c'est comme la fin du monde pour eux, mais c'est correct des fois de dire aïe, aïe, c'était vraiment pas facile pour toi aujourd'hui quand ton ami a annulé. Tu sais, plutôt que de faire ah, c'est pas grave, elle a juste annulé. Tu sais, des fois, c'est juste pire. Oui, finalement, je pense que le plus gros point, en tout cas, je pense que c'est la validation tant pour les parents que pour les enfants. Oui, puis je pense que des fois, en tant que professionnel, on essaye de we want to fix it. Tu sais, on veut vraiment que ça arrête. Puis parfois, avec NVR, avec polyvagal, avec la thérapie, on est capable de réduire les comportements d'agressivité ou même de les éteindre complètement. Je parle même dans des situations où est-ce qu'il y a un TSAF, là, puis des situations complexes. Et il y en a d'autres où est-ce que non, les comportements vont continuer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment d'avoir un réseau autour de la personne de soutien euh, qui est souvent informel parce qu'au niveau des soutiens qui sont publics, c'est vrai que c'est très, très limité. Et c'est quelque chose d'hyper problématique pour laquelle on essaie de sensibiliser, de faire les défenses de droits au niveau du gouvernement aussi, justement, pour qu'il y ait plus de soutien pour ces personnes-là. Puis je pense que c'est de continuer pour les professionnels, de continuer à prendre la formation pour des approches, justement, qui sont bénéfiques pour les familles qui vivent ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, à bientôt tout le monde. Restez à l'écoute pour d'autres réunions et formations. Merci.